hop, F1. tout de suite les moteurs vrombissent. F1, c'est le nouveau film de Joseph Kosinski qui a récemment marqué, on va dire, le paysage du blockbuster américain, puisque c'est lui qui a réalisé Top Gun Maverick, suite tardive donc, de Top Gun, et que d'autres peuvent connaître pour ses films précédents, notamment Tron l'héritage, qui était son tout premier long métrage. Et on va dire que Top Gun Maverick, ou plutôt que F1 n'est pas sans filiation avec Top Gun Maverick, puisque les deux films sont à bien des égards assez superposables, puisque finalement, qu'est-ce que ça nous raconte F1 ? Ça nous raconte le retour de Sonny Hayes, interprété par Brad Pitt, qui est une star passée de la Formule 1, qui a presque eu son quart d'heure de gloire, l'a un peu manqué, et depuis a eu une carrière en dents de scie et un peu de seconde zone. Donc on va voir Sonny Hayes qui va revenir sur le devant de la scène pour essayer d'aider une écurie qui est en difficulté, un peu comme Tom Cruise, donc Maverick revenait apporter son savoir encyclopédique du jet dans le dernier Top Gun. Et les deux films, on va dire, reposent à la fois sur la relation entre ce vieux briscard incarné par une immense star hollywoodienne des années 80-90 et une plus jeune recrue, donc là qui va être le personnage de Joshua, qui est le jeune pilote JP de cette écurie. Et les deux films sont aussi assez similaires dans leur place un petit peu dans l'industrie du blockbuster, puisque ce sont deux films qui reposent sur des séquences, on va dire, alors comment les lier, on va dire des scènes de cascade. Les jets là laissent place à des Formule 1. Alors tu me disais que c'était des Formule 2 qu'ils avaient utilisées a priori pour tourner, mais l'idée est un peu la même, des espèces de bolides propulsés que Joseph Kosinski va investir de la façon la plus authentique possible. Alors là, attention, déferlante de guillemets. En tout cas, les deux films se vendent un peu comme un spectacle à l'ancienne, qui met au premier plan cette dimension spectaculaire et tourné autant que possible in situ. Alors, dans Top Gun Maverick, c'était des caméras embarquées dans des jets qui étaient relativement à nuancer. Je vous renvoie, si vous ne l'aviez pas vu, à une série de vidéos qui s'appelait, je vais retrouver, No VFX is Invisible VFX. Alors, je vais retrouver ce truc-là que je vous conseille. Tac. Hop. Non, c'est là. Tac. Donc cette série de vidéos, voilà, vous voyez que Top Gun orne la première, qui est en gros une série de vidéos qui explique que, contrairement à ce que les arguments de marketing prétendent, des films du type de Top Gun Maverick ou Mission Impossible ne sont pas du tout exempts d'effets spéciaux. Et dans le cadre et oui, en fait, tout était faux. C'est fou. Le cinéma n'est que mensonge. C'est que mensonge depuis le début. Le train n'est jamais arrivé à La Ciotat, d'ailleurs, il n'y a pas de gare. Ah mince. C'est fou. Non, et il n'y a jamais de sortie d'usine. Et ça, Jean-Pierre Personne Thorne... n'est jamais sorti de l'usine. Et ça, Jean-Pierre Thorne nous l'a appris. Et donc, en tout cas, voilà, c'est deux films qui se font comme ça sur le spectacle mécanique au sens large, on va dire, et le retour d'une vieille légende. Et d'ailleurs, les deux films sont produits par Jerry Bruckheimer, qui est un producteur emblématique des années 80. C'est lui qui avait produit à l'époque Top Gun et Jour de tonnerre. Accolé, donc... Pardon ? Accolé à l'époque avec Don Simpson, exactement, qui était un cocaïnomane, qui étaient tous les deux un peu les avatars des producteurs tout-puissants des années 80. Quoi. Exactement, qui représentait, on va dire, tout ce qu'était le cinéma commercial des années 80, fondé sur un peu des effets racoleurs, une esthétique très publicitaire. Il y avait une anecdote fameuse, je crois, sur Flashdance, où pour choisir l'actrice principale, enfin fameuse, une anecdote atroce mais représentative, ils avaient demandé à un groupe de camionneurs triés sur le volet avec laquelle ils avaient le plus envie de coucher, pour savoir laquelle pouvait amener le plus de spectateurs en salle. Et donc c'est Jerry Bruckheimer, cet homme-là, qui est derrière Top Gun original et Maverick, Jour de tonnerre qui était un film avec Tom Cruise de Tony Scott, et F1 qui en est à cet égard une sorte de suite spirituelle. Bonsoir Deschamps. Mais ce qui est un peu curieux, c'est cette façon dont Bruckheimer tente de se redorer le blason en s'opposant un peu au cinéma
au cinéma contemporain et les marveleries, alors qu'il est tout à fait le stigmate, le problème d'une époque précédente, celle des années 80. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qui est présent dans le film, parce que ce personnage de Javier Bardem, donc, qui propose à Brad Pitt... Qui est le patron de l'écurie, qui est le patron de l'écurie, un ancien pilote. Qui est un ancien pilote, qui propose donc à Brad Pitt de rejoindre l'écurie, s'oppose donc à une forme de conseil d'administration qui essaye d'impôt un peu d'une vision une sorte de requin managériale, alors que lui défend la Formule 1 plutôt à l'ancienne, l'esprit de la Formule 1. Donc il y a cette double lecture, comme toujours dans les films contemporains, cette double lecture qui peut toujours être faite, j'ai l'impression. Oui, absolument, et qui était très présente dans Top Gun Maverick, qui était vraiment un film sur on va dire Tom Cruise, cette espèce de corps de cinéma improbable. À mon avis, la beauté de Top Gun Maverick, bon, qui n'est pas du tout un film parfait, mais venait de cette dimension mélancolique, un peu fantomatique. Qu'est-ce que c'est que cet acteur, finalement, qui refuse de laisser partir son propre mythe, daté d'une certaine manière, qu'à mon avis, le film trouvait une certaine beauté là-dessus. Est-ce que ça marche autant avec Brad Pitt ? Je suis moins sûr. Bah écoute, ça c'est plutôt ton discours. Moi je trouve que le problème du film autour de Brad Pitt, c'est que par moments j'ai vraiment ri. Notamment par la stylisation de Brad Pitt. C'est dommage, parce que je ris moins devant Tom Cruise, alors que peut-être qu'il est tout autant ridicule que Brad Pitt si on est un peu en dehors. Mais il y a par exemple ce plan à la fin du film dont je vous parlais à Loïc et toi quand on préparait. Sans spoiler, bien sûr. Exactement. Mais il y a un moment où une fille arrive, cherche Brad Pitt, et il est sur le balcon de sa chambre d'hôtel, et vous voyez un peu le plan pub de parfum, quoi. Avec des petits bras zéro. Voilà, avec des petits bras zéro. Lui, il porte un petit polo pas mal, quoi. Il a ses lunettes sur les yeux. C'est Brad Pitt, quoi. Et d'ailleurs, à plusieurs moments dans le film, il y a des moments, des commentaires sur son physique. Qu'est-ce qu'il est beau, ton nouveau... Voilà, donc il y a toujours cet argument que je trouve pas tellement chez... Plan Trump Tower, un peu, ouais, effectivement. Mais il y a un peu cette chose chez Brad Pitt où on va plutôt valoriser son physique. Voilà, on va le valoriser en tant que beau daddy, alors qu'il y a quelque chose de plus relatable, je trouve, chez Tom Cruise. Cruise a peut-être été aussi davantage, on pourrait dire, un corps en mouvement, quoi. C'est un corps très capable, presque élevé au rang de super-héros, on en parlait pour Mission Impossible 8, mais qui n'est pas forcément l'image qu'avait le Messi pour Mission Impossible 8. Oui, complètement. Complètement. Et, mais d'ailleurs, là, à mon avis, c'est aussi quelque chose qui fait un peu grincer des dents, enfin en tout cas moi pour ma part, mais c'est que finalement, là, c'est pas vraiment comme si c'était un personnage des années 80 qui réapparaissait, c'est plutôt comme si Brad Pitt, finalement, transférait à Sonny Hayes une partie de son parcours chaotique de star, et notamment depuis sa rupture. Ce qui peut être intéressant, justement. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, il y a aussi ce qui est intéressant, c'est que contrairement à Tom Cruise dans Top Gun, il n'arrive pas en tant que winner. Il n'arrive pas en tant que Maverick, personne n'est expérimenté. C'est quelqu'un qui n'a jamais remporté la F1 et qui est plutôt un bad boy loser. Tarkovsky, Dead Goat, surtout que dans Maverick, on voit le corps malmené par le véhicule, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Oh, quand même. Un petit peu, mais moins. Oui, c'est vrai, mais quand même. Mais il se prend un accident quand même. Il se prend un accident, c'est vrai. Il y a une belle formule dans F1 où on dit que c'est pas un has-been, c'est un never been ou un truc comme ça, never was. Dire qu'il n'a jamais eu son heure de gloire. La structure de F1 finalement est un peu la même aussi que celle de Top Gun, c'est-à-dire on va alterner des séquences extrêmement spectaculaires qui seraient les séquences en voiture, les courses tout simplement, comme dans tout film de course, et une partie on va dire, plus intimiste, disons-le, dans les coulisses de la F1. Donc, avec là, cette idée dans la structure du film que c'est une écurie qui est un peu en perdition, qui est jeune mais qui n'arrive pas à remporter des courses, dernière du classement, et donc il y a une échéance qui est la fin de la saison, et il faut que d'ici la fin de la saison, on ait réussi un certain nombre de victoires, ce qui explique qu'on ramène cet élément un peu improbable, puisque évidemment Brad Pitt est beaucoup
beaucoup plus vieux que la moyenne des conducteurs, que n'importe qui sur Terre. Ouais, et d'ailleurs, je trouve ça assez amusant. Assez amusant dans le film que, évidemment, le jeune pilote JP fait des blagues sur son âge en disant il a 80 ans, mais on sait jamais vraiment quel âge il a, quoi. Il y a quand même un flou. Après, il avait 25 ans il y a 30 ans, donc il est pas loin de son âge. Je crois qu'il a pas encore 60 ans, Brad Pitt. C'est vrai que Tom Cruise est plus vieux que Brad Pitt. Tom Cruise est plus vieux que Brad Pitt, ouais. Et ce que je craignais, moi, en découvrant le film, c'est un peu ma crainte, un peu ce que j'avais ressenti devant Top Gun Maverick, c'est-à-dire un différentiel énorme dans le soin à apporter aux séquences vraiment d'action par rapport aux séquences en coulisses, on va dire. Et malheureusement, ça s'est relativement confirmé, je dirais. Alors moi, je serais plutôt mitigé justement là-dessus. Mais... Dis-nous. En fait, je trouve que ce type de film, quand on filme du sport, il se pose d'emblée le problème que le sport est aujourd'hui surmédiatisé avec un appareil donc technologique qui est impressionnant de captation. Voilà. Et la question qui se pose en fait, moi personnellement, quand je vais voir un film sur le sport, c'est qu'est-ce que tu vas m'apporter en plus que la télé ? Puisque la télé est déjà une mise en scène du sport incroyable. Et où on se pose des questions de mise en scène. Par exemple, si tu regardes le foot, il y a un débat qui est total entre la façon qu'ont les Anglais de filmer et la façon que les Français ont de filmer. Et en fait, les Anglais laissent beaucoup plus de plans-séquences, en quelque sorte, beaucoup plus de longs plans, notamment du jeu, alors que le montage de la Ligue 1 est extrêmement cuté. Et du coup, est très focus sur les stars. Et donc, il y a tout ce débat, justement, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est plus agréable de regarder le foot anglais parce qu'on voit beaucoup plus l'action, c'est beaucoup moins cuté, etc. Bref. Je trouve que sur la question du sport au cinéma, il y a d'emblée cette question qui se pose. Et de fait, je pense qu'il est possible, si la télé peut faire beaucoup de choses, il est toujours possible de renouveler en fait la mise en scène du sport. Je pense que l'année dernière, Challengers l'avait un peu montré, puisque l'échange de tennis était quand même toujours posé avec des questions de mise en scène. Après, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, notamment le plan dans la balle qui a beaucoup fait discuter. Moi, je l'ai bien aimé, mais voilà, il y a un enjeu de mise en scène qui est posé par comment il s'appelle, le cinéaste Joseph Kosinski. Non, l'autre. Luca Guadagnino. C'est ça, dans Challengers. Bref. Et le problème, c'est que dans F1, j'ai pas vu vraisemblablement ce que le film apportait dans la mise en scène des courses que la télé n'apportait pas. Disons que les plans cockpit, c'est déjà quelque chose qui existe énormément dans la captation de F1. On a en tout cas peut-être la chance d'avoir des plans beaucoup plus larges, beaucoup plus posés avec cette façon, vu que c'est recréé et que c'est pas capté dans l'événement. Mais tout de même, je suis assez circonspect devant la mise en scène des courses. Mais pourquoi ? Parce que en fait, je pense que les courses, l'enjeu de mise en scène des courses, ça n'est pas tellement la course en elle-même, mais les personnages et les dialogues. En fait, les courses sont extrêmement discutées. Ils parlent tout le temps pendant les courses. Et de fait, par les micros, les interphones, etc. Ils ne cessent de parler. Il y a aussi cet enjeu, justement, sur le lien entre télé et cinéma, c'est que le commentaire de télévision est présent par-dessus la course. Et donc, on a l'impression que l'enjeu des courses, c'est justement les personnages. Et que l'enjeu du film, c'est systématiquement le déroulement de cette narration sur les personnages. Et qu'on n'a pas, contrairement peut-être à Top Gun, que je n'ai pas vu, mais un enjeu d'action pure. C'est vrai, d'autant plus que, en fait, ce qui est assez étonnant, on va dire, dans ce film-là en particulier, c'est que, disons que la traditionnelle géographie d'un film de course automobile en particulier, c'est qui va gagner, qui va passer la ligne en premier. Or là, c'est pas tout à fait l'enjeu, en tout cas pas sur les premières courses qu'on voit, puisqu'en fait, puisqu'ils ont accumulé les défaites, les deux voitures de Apex partent toujours dernières, et donc il y a plutôt une sorte de
je sais pas, un peu de jeu à distance qui va se mettre en place entre les deux pilotes, où Sonny Hayes, derrière ses airs de frondeur, va en fait essayer de tenter des sortes de manœuvres, alors en flirtant un peu avec ce qui serait illégal sur un terrain de course, mais par exemple faire exprès des accrochages pour faire intervenir la voiture balai et donc forcer ses concurrents à conduire au pas, placer stratégiquement ses passages au stand pour pouvoir ensuite couper la route de ceux qui pourraient être des opposants pour son binôme, notamment Verstappen. Il faut dire aussi que le film montre comme ça tout un tas de pilotes authentiques. Et qu'il y a les vrais pilotes, quoi. Absolument. On voit les vrais. Dont Lewis Hamilton, qui est producteur du film et qui est un des antagonistes finaux, d'une certaine manière, du film. Donc effectivement, il y a un enjeu a priori qui serait qui va gagner la course, mais en fait il y a un enjeu un peu souterrain qui est exploré par le film, qui serait la stratégie à l'échelle d'une course où finalement il y a assez peu de dépassements dans la F1, on voit beaucoup de tours de circuit, et c'est ce qui fait que pour un spectateur extérieur dans lequel je m'inclus, quand on voit passer de la F1 à la télé d'un œil distrait, ça semble pas forcément extrêmement spectaculaire, on a l'impression de quelque chose de très routinier, puisqu'on fait des dizaines et des dizaines de tours de circuit. Et donc la part la plus intéressante du film, à mon avis, elle est là-dedans, elle est dans cette espèce de dimension stratégique. Maintenant, est-ce que ça s'accorde tout à fait au dispositif en fait inventé par Kosinski ? À mon avis, à moitié. Je dirais d'une part oui, parce que je pense que ce que tente le film, ce serait en fait une sorte un peu de fantasme de spectateur, c'est celui du panoptique, c'est-à-dire la caméra, on va dire numérique, contemporaine, peut se permettre des angles de vue, c'était le cas dans Top Gun Maverick, qui de ce point de vue-là d'ailleurs était déjà un blockbuster purement numérique et pas du tout à l'ancienne, peut se permettre d'aller un peu partout dans tous les espaces, filmer de près le visage de Brad Pitt qui est dans une voiture, filmer depuis son point de vue. C'est à mon avis les plans d'ailleurs les plus réussis, ceux où la caméra est un peu tremblante et on voit comme à travers ses yeux le reste de la course, et peut filmer on va dire avec la même aisance apparente ce que filmerait une caméra télévision, c'est-à-dire des plans plus larges, des plans plus resserrés qui sont un peu inédits, et des plans des coulisses de la course, notamment avec le personnage de Kerry Conlon, je crois que c'est son nom de famille, qui est cette actrice qu'on avait vue dans les Banshees d'Inisherin et qui joue là la conceptrice des voitures et qui est sur le côté de la course en train d'essayer de conseiller Sonny et JP, les deux pilotes. À mon avis, il y a à la fois une réussite et un échec là-dedans, c'est-à-dire que on sent que Kosinski a compris que une de ses forces était cette possibilité de la multiplication des plans, et le montage est extrêmement rapide, et on sent une vraie volonté de montrer systématiquement un peu tous les intervenants. Il y a une multiplication des plans pour pouvoir multiplier aussi les différents visages des conseillers techniques. Et dans ce cas-là, c'est pas tout à fait désagréable aussi de voir un film qui déstarifie aussi le rapport au sport, puisque c'est aussi un film sur la destarification, puisque le rookie est un peu imbu de lui-même au début du film et prend de haut tout le staff. Et c'est le processus du film qui va le faire changer d'avis. Et donc il y a aussi cette attention un peu au petit métier de la Formule 1 et au travail collectif, etc. Maintenant, à mon avis, la contrepartie un peu de ça, c'est que on va dire que Kosinski a un peu envie de réussir dans tous les sens à la fois du côté stratégique, ce qui est, je pense, la partie la plus satisfaisante du film, c'est quelles vont être un peu les manigances, en gros, on pourrait dire, de Brad Pitt, comment il va essayer de jouer avec les règles pour aller dans le sens de l'écurie, et un fantasme plus conventionnel, on va dire, dans le filmage du sport et quand on prend F1 par rapport à Top Gun Maverick, qui serait l'immersion absolue. On va être sur le terrain avec Brad Pitt presque dans ses yeux. Là-dessus, à mon avis, il y a un peu conflit parce que précisément tous ces plans embarqués qu'on peut apercevoir dans la bande-annonce sont ceux qui, par voie de conséquence, rendent le moins compte de la géographie de la course dans son ensemble. Et à mon avis, ça c'est quelque chose qui est assez peu mis en scène ou mal mis en scène, entre guillemets, en tout cas peu montré, ce qui serait finalement qu'est-ce qui se passe à l'échelle macro, quoi. On a assez peu de... Moi je me suis à un moment posé la question, certes c'est pas tout à fait l'enjeu ici. Ça passe beaucoup par le texte en fait. C'est que ça passe beaucoup par le texte parce qu'en fait
Un exemple tout simple, c'est où est la ligne d'arrivée par rapport à la position des voitures, qui est quelque chose dont on n'a quasiment jamais conscience finalement. Est-ce qu'on est près ou loin? Et en même temps, c'est pas tout à fait l'enjeu, puisque cet enjeu, il est plus stratégique. À mon avis, le problème, c'est que, comme tu l'as dit, ce dispositif de mise en scène, il penche quand même très largement du côté de l'immersion, de la sensation de vitesse. Or, la célérité du montage qui est requise pour déployer la part plus stratégique, à mon avis, joue tout à fait contre cet impératif de vitesse. Et les quelques moments que j'ai préférés dans le film, il y a un moment un peu de flottement, on va dire, dans la dernière course, sans révéler. Ces quelques plans dont j'ai parlé, où la caméra est au niveau de Brad Pitt, et parfois ça dure un petit peu, mais à mon avis, il manque beaucoup de sensation de durée pour cette espèce de frisson de la vitesse, de voir le défilement. Et donc, ce choix un peu du panoptique, finalement, est à moitié une bonne idée pour rendre compte des véritables enjeux. Finalement, il aurait presque plus fallu que l'ancrage principal du film, ce soit du côté de ceux qui sont sur le bord de la piste, que de ceux qui sont au cœur des voitures, puisque c'est uniquement de ça dont il est question, quand aller au stand, quand changer les pneus, etc. Bah, je pense que la difficulté, c'est là où le film place sa subjectivité, puisqu'on a l'impression, dans un sens, que ce qui intéresse le cinéaste, c'est les relations qui se produisent sur et en dehors du champ de course. Bien sûr. Et en même temps, on a aussi cette volonté, comme tu l'as décrite, de spectaculaire. Et c'est vrai que, de fait, le suspense se joue plutôt, à mon sens, sur l'évolution de la relation entre JP et Brad Pitt que sur s'il va, oui ou non... réussir à dépasser la voiture réunir à dépasser, oui, exactement, ou gagner le Grand Prix de Formule 1. Et la question, c'est pour ça qu'il y a plusieurs rebondissements à la fin du film, notamment, c'est aussi cette question de la transmission, qu'est-ce qu'il va lui transmettre, etc. Bref, moi, c'est un film que j'ai trouvé agréable à regarder, qui passait le temps. Voilà, tout à fait, mais sans être vraiment conquis en fait par sa formule. C'est vrai que pour un blockbuster à l'ancienne, je trouve que ça manque de mise en scène. Bah oui, et à mon avis, fin très western, la voiture remplace le cheval. Oui. C'est vrai qu'il y a un côté John Wayne un peu dans... Il y a un côté, en tout cas, le cow-boy un peu mercenaire qui vient, qui fait son travail, etc. On va pas trop dévoiler ce qui se passe à la toute fin, mais à mon avis, un des autres soucis du film, enfin en tout cas, un des moments où ce vers quoi il tend, qui serait une exploration du collectif et on va dire une diffraction autour de la figure du pilote en multipliant tout simplement les différents protagonistes qui sont impliqués dans la course, va à un moment buter sur deux choses. Je pense que c'est d'un côté cet impératif de spectaculaire, avec notamment la célérité du montage, et je pense particulièrement, alors quelque chose qui m'a semblé une occasion manquée, étonnante, parce qu'une idée assez évidente qui serait ces fameux passages au stand où il faut être extrêmement efficace, et on a tous en tête ces images où on voit tout le monde se ruer, changer les pneus, etc., avec une incroyable efficacité. Et comment est-ce que Kosinski joue ça? En multipliant les plans, les inserts, et c'est l'espèce de mini-montage comme ça très dense, où on n'a pas vraiment le temps de distinguer ce qui se passe. On voit un boulon être desserré, une roue qui avance, un pare-choc qu'on enlève, alors que, à mon avis, d'autant plus quand ces interventions se jouent en une poignée de secondes, puisqu'en gros il reste moins de 10 secondes quasiment à chaque fois au stand, pourquoi pas inventer un plan où on voit intégralement l'équipe. Notamment un plan fixe de loin, où je pense que si c'était fait en 3 secondes, il y aurait en plus ce sentiment de magie. Exactement. Voilà. On n'a pas, par exemple, la voiture qui arrive, qui est réparée et qui repart en un seul plan, qui aurait, à mon avis, non seulement permis cette idée d'un circuit et des existences satellitaires qui sont tout autour, et en même temps fonctionner avec l'impératif de vitesse. Maintenant, à mon avis, le deuxième souci, et qui est peut-être plus grave vers cette espèce de vision collective, c'est la question de la star, en fait. Parce que, comme dans Top Gun, alors il ne faut pas trop spoiler évidemment comment se joue, qui va gagner les courses à la fin, etc. dans F1, mais à mon avis Top Gun donne un aperçu, on va dire, de ce qui se joue ici, c'est-à-dire que les prémices scénaristiques de Top Gun, c'est on appelle Tom Cruise mais en tant qu'instructeur et pas en tant que Pete Mitchell, le pilote prodige, sauf que finalement qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est lui qui monte dans le cockpit et qui fait l'essentiel,
qui réussit l'essentiel de l'action. Et je pense qu'il y a un peu ça malheureusement qui pointe au fur et à mesure de F1, qui va emporter le morceau entre Brad Pitt et son jeune disciple. On se doute assez vite d'où ça va aller parce que, pour lâcher un mot que j'ai employé tout à l'heure, mais à mon avis, c'est un film qui est aussi d'une certaine manière une publicité pour Brad Pitt. Et de manière générale, un film, je pense, totalement publicitaire. Oui, qui est publicitaire. Que ce soit pour... Comme l'est la F1, puisque c'est des hommes sandwich. Exactement. D'ailleurs, on le voit, et... je crois que même Tommy Hilfiger fait toujours des pubs avec... C'est ce que j'allais dire, ouais. Le film lui-même est utilisé comme une espèce de film sandwich pour vendre... tu l'as vu dans quelle salle ? Je l'ai vu au Max Linder tout à l'heure. Ok, parce que moi je l'ai vu à l'UGC Odéon, je crois. Et toutes les pubs avant le film, c'était des pubs de caisse. Et donc t'avais que des pubs de bagnole. Et souvent des pubs, enfin moi j'ai eu aussi des pubs qui utilisaient la marque F1 du film pour vendre soit des vêtements, soit d'autres choses, etc. Et je me demande si le logo du film, c'est pas le même que le logo de la Formule 1 en général. Oui, je pense, oui. Bah, du coup, il doit peut-être y avoir aussi un partenariat commercial à ce niveau-là. Je pense qu'il y a totalement des accordances. Et moi, j'ai l'impression que c'est un film, en fait, qui passe son temps à me vendre un peu je sais pas, des espèces de vieux mythes de la sensation de la vitesse, et en même temps, c'est une équipe qui gagne. En fait, presque des sortes d'éléments de langage du commentaire sportif ou de tout ce qui fait vendre autour de la F1 finalement, qui sont retranscrits ici dans la rapidité de la mise en scène, sa façon d'agréger par moment des sortes de... Oui, Louis Hamilton est coproducteur, tout à fait. D'agréger par moment des séquences qui sont totalement de l'ordre du clip. Il y a cette espèce les clips show de training montage qui sont complètement ridicules et qui c'est vraiment un peu Rocky 4. Non, mais il y a celui qui est du côté de la machine et l'autre qui fait son petit jogging à l'ancienne avec ses vieux vêtements. Il y a quand même beaucoup de lourdeur en fait dans le film. De lourdeur scénaristique, il y a justement ce geste de faire du jogging, etc., qui devient un peu le symbole d'une équipe qui se soude, mais qui vient vraiment où ils font du jogging autour de la piste de course. C'est pour le coup un truc, je trouve, extrêmement Tom Cruise, parce que il y a un peu un truc qui se fait d'ailleurs, je crois. Exactement, des récits de tournage de Tom Cruise qui court avec ses équipes, avec essayez de me suivre, j'ai 60 ans et pourtant je cours plus vite que vous, qui est vraiment un truc qu'on retrouve texto là dans le film. Et puis lui-même, le personnage de Brad Pitt a aussi un peu un côté Cristiano Ronaldo, tu vois, au début du film, où on le suit en train d'avoir sa loup solitaire, mais avoir sa routine extrêmement forte, où il va se plonger la tête dans de l'eau froide, il va faire des bains d'eau froide, d'eau glacée, etc. Il y a un côté très mise en scène des vieux athlètes qui fait penser un peu à la façon dont les sportifs eux-mêmes se mettent en scène en tant que vieux athlètes. Et dans ce cas-là, on a aussi quitté peut-être aussi même si on se demande à un moment comment ils font pour conduire le lendemain, puisqu'ils se font une soirée la veille. C'est vrai. Mais on a quitté quand même cette représentation du sportif qui arrive... cette représentation un peu Raging Bull qui arrive bourré sur le combat mais touché par la grâce. On a quitté Maradona pour Cristiano Ronaldo. C'est le sport. Je pense que le problème, c'est que ce côté un peu superficiel, il plane pendant tout le film. On pourrait même, d'une certaine manière, relier aussi les scènes de course et leur profusion d'images à aussi une façon de nous vendre le frisson de la course, mais est-ce qu'on l'a vraiment ? Je suis un peu moins sûr. Bon, c'est pas des séquences qui sont horribles, mais à mon avis qui visent une sorte d'efficacité plus que vraiment un frisson, un moment où on ferait abstraction de cet impératif de rythme, etc. Et c'est la même chose pour la part intime du film et des relations entre les personnages. Typiquement, Brad Pitt se rapproche donc de Kerry Conlon, une des techniciennes, et c'est vendu avec ces espèces de plans un peu vraiment de publicité où on les voit prendre un verre, rire un peu au loin, une musique, un montage musical accompagnant le film peut jamais s'empêcher de faire la publicité de son décor en fait aussi. C'est à la fois quand son sein, il y a une sorte de critique du mercantilisme, des logiques managériales, financières dans la Formule 1, mais il va filmer
On voit des plans d'Abu Dhabi, mais il va filmer Abu Dhabi, Las Vegas comme des publicités. Et le corps de Brad Pitt lui-même est toujours une publicité. Le lien qu'on avait fait avec la pub de parfum tout à l'heure rentre là-dedans. Voilà. Et à mon avis, c'est là où c'est assez triste, c'est que moi, Joseph Kosinski, c'est un cinéaste dont j'aimais les films à une époque, Tron ou même Oblivion, c'était déjà un film avec Tom Cruise, des films que j'ai beaucoup aimés. Moi, j'étais jeune quand je les ai vus aussi, mais et j'ai l'impression que ah bon, quand je les ai vus, ah ouais, t'étais jeune, un peu, ouais, putain de temps. On vieillit. J'avais pas encore de lunettes. J'étais plus jeune en tout cas. Ouais. T'allais moins au cinéma. J'allais moins au cinéma, mais j'habitais plus à la campagne aussi, donc j'avais moins de choix. Mais j'ai l'impression que là, la partie... en fait, tout ce qui tourne autour des relations des personnages est très anémique et réduit à une succession de clichés, en fait, que le film nous balance comme le ferait une publicité où, en 3 plans, il faut nous faire comprendre une situation pour ensuite amener un produit. Ouais. Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire, on voit Brad Pitt qui est Enfin, on nous vend Brad Pitt qui se pose des questions et on voit une espèce de montage où il se prend la tête dans les mains, il jette des cartes à jouer et ça en devient un peu ridicule. Parce que c'est aussi un ancien addict au jeu. Au jeu, ouais. Donc il a gambler. Ouais. Et du coup, il y a aussi une scène importante qui se passe à Las Vegas et où ils vont jouer au poker pour essayer de se rabibocher, lui et JP. Tout à fait. Mais voilà, je trouve qu'il y a... Moi, il y a le plan de la dernière course, le plan de fin de la dernière course, je l'ai beaucoup aimé. Tu veux dire le moment un peu suspendu ? Oui, ce moment suspendu de retour à la subjectivité. Et effectivement, moi, je me posais la question au début, est-ce qu'ils vont pas justement miser un peu plus sur cette subjectivité de c'est quoi pour Brad Pitt de revenir à la Formule 1, etc. Mais en fait, on a l'impression qu'il arrive en connaissant déjà tout et en n'ayant pas oublié en 30 ans comment on conduit ces gros trucs qui coûtent beaucoup d'argent. Mais de fait, il y réussit assez bien, quoi. Bah en fait, mais on se demande quand même jusqu'à la fin s'ils vont réussir, quoi. À mon avis, le problème de ce genre de film, c'est et qui, je pense, est aussi le problème des films de sport automobile plus largement, mais je dirais c'est quel est le prix à payer pour quelques séquences un peu spectaculaires de course, quoi. C'est alors que a priori, et comme on l'a dit avec le caractère très verbeux en fait des scènes de course, c'est-à-dire que les personnages devraient être au premier plan de ce film. Or, c'est vraiment le parent pauvre puisqu'ils sont tous réduits à leur fonction archétypale dans le récit. Le vieux briscard sur le retour, le jeune prodige un peu crâneur, et tout est comme ça, et toutes les séquences sont comme ça, c'est-à-dire on a presque pas besoin de les voir puisque le film nous donne un peu les marqueurs comme ça. Mais si, ça c'est la scène où il est dans un vieux bar, là c'est la scène où il se remet en question, et à mon avis je pense qu'il y a un problème qui est que ça en devient un film, je pense, totalement désincarné à la fin, et dont il ne reste que ces quelques moments de frisson, mais qui eux-mêmes ne sont pas forcément non plus d'une grande... À mon avis, en fait, je pense que là, ce que j'ai regretté principalement, c'est que autour de cette variation sur l'argument du « on fait tout un peu en vrai, on a fait des vraies courses », je trouve que le film pâtit de la comparaison par exemple avec Mission Impossible, où je pense que Mission Impossible c'est une saga qui se vend là-dessus mais qui triche en grande partie, mais en fait ça c'est pas très grave puisque ce que produit cette on fait tout en vrai, même s'il est un peu faux, c'est que la question du corps et de l'enjeu de l'espace devient vraiment une question de mise en scène qu'on met au premier plan, alors que là ça me semble beaucoup moins être le cas en fait. Et j'ai l'impression que ce dispositif n'amène pas avec lui... C'est la différence entre Mission Impossible et F1, c'est que Mission Impossible va trouver justement des moyens de mise en scène qui sont justement réalistes. Notamment, j'ai noté que depuis l'arrivée de Christopher McQuarrie, il y a quand même une mise en scène qui serait proche vraiment de la mise en scène du sport. Le saut en parachute dans le 6, etc. Il y a beaucoup de caméras GoPro, caméras légères qui sont collées à des trucs qui nous permettent de voir, de capter différemment. Les scènes de voiture, en vérité, sont pas filmées très différemment de là, quoi. Exactement, mais la différence entre Mission Impossible et F1, c'est que F1 nous offre déjà ces images à la télé quand on regarde la Formule 1. Alors que Mission Impossible nous offre des images de Tom Cruise qui saute en parachute au-dessus de Paris. Moi, j'en vois pas en allumant la télé. Je vois plutôt Bruno Jeudi.
Et je continuerai pas la blague. Et peut-être pour finir après sur F1, d'ailleurs le chat, je sais pas si c'est un film que vous avez vu, le film a été quand même je pense pas mal vu, Ouais. je sais pas s'il a plu pour autant. Mais... En tout cas, moi, c'est sorti à peu près au même week-end aux États-Unis que Mission Impossible 8. Un petit peu après, mais... Et il y avait des queues de fou pour Mission Impossible 8 et des queues de fou pour F1, quoi. C'était... J'ai pensé à la pub jeu vidéo F1 de EA, surtout les séquences mineures dans les coulisses stands entre deux courses. Oui, il y a de ça aussi. D'accord. Oui, mais c'est pas faux dans la mesure où, disons que comme un jeu vidéo de course, l'essentiel est du côté du gameplay et le reste est un peu une sorte de prétexte qui est rajouté après. Et là, c'est tout à fait la même chose à mon avis. Et pour revenir une dernière fois sur ce que tu disais sur la question de la télévision, c'est que j'ai l'impression que le film répond avec cette idée de l'immersion de la mauvaise façon à la question ou à une mauvaise question, puisque d'un côté, le vrai plaisir que produit F1, il est plutôt du côté de la stratégie, en fait, et pas tout à fait du côté de la sensation. Ouais. Or, le dispositif de mise en scène, lui, essaie de contrecarrer dessus de la télévision de cet angle-là, alors que finalement, il aurait fallu inventer, peut-être justement par le montage, ou pourquoi pas, je sais pas, il y a un moment où, dans le film, très très court, c'est un peu curieux, où il y a... plan sonore est parfaitement synchrone. On entend des voitures passer, je pense, pour ça. Ah oui, c'est vrai. Et il y a un moment très court dans le film où il y a, où il y a des split screens. Oui. Et ça dure le temps de 2 plans. Oui, et c'est un procédé assez lourd parce que c'est le moment où vraiment rien ne va plus entre JP et Sony, quoi. On se demande comment ils vont faire. Mais pourquoi pas imaginer le split screen comme une solution de mise en scène à montrer les coulisses et ce qui se passe sur le terrain, qui est Mais ça aurait été aussi un peu lourd. Peut-être, mais en tout cas... Pas assez novateur. Mais ça aurait été une solution de mise en scène qui répond au véritable enjeu, en tout cas, à mon avis, du film. Alors que là, il essaie de faire un peu de tout à la fois, et je pense que finalement, le frisson de vitesse, moi, je ne l'ai pas tout à fait ressenti, ou alors de manière extrêmement occasionnelle. Ouais. Moi, je trouve que ça alimente, en fait, les débats qu'on a eus la dernière fois qu'on s'est vus. C'est cette question sur... C'est ça. Mais on va en reparler. Non, mais c'est une... Bref, ça alimente les discours qu'on a eus. C'est que là, on a un blockbuster qui se veut à l'ancienne, là où on a désespérément besoin d'innovation, en fait, en termes de mise en scène. Et ça marche comme blockbuster à l'ancienne, donc à l'ancienne avant Marvel, même s'il y a une hyper-modernité qui est hyper présente, ce capitalisme... contemporain des monarchies du Golfe, etc. Bref, cela dit, on en reste sur notre fin en termes, je trouve, vraiment d'innovation, de mise en scène, etc. Et cette question du split screen, comme d'autres, en fait, on arrive toujours à des procédés en fait assez simples d'explication. Il y a aussi, lors de la première... course, lui, il se met de la musique dans les oreilles et il y a la musique de la piste qui va passer au-dessus. Et donc, il se produit au mixage une sorte de melting pot, de mix entre la musique qui se met dans les oreilles, qui est une sorte de rock qui tâche. Oui, c'est ça. Et puis la musique assez aseptisée, pop électro des circuits de F1. Voilà, c'est des procédés qui sont un peu simples comme ceux-ci qui sont à l'œuvre dans le film. D'ailleurs, il y avait déjà un moment dans Oblivion où Tom Cruise écoutait Led Zeppelin et c'était le même album, mais c'était plutôt une jolie scène près d'un lac. Et puis débat parallèle, mais Javier Bardem joue pas du tout bien, je trouve, dans le film. Est-ce que Javier Bardem joue bien ? Bah, dans No Country for Old Men, quand même, il fait peur, non ? Ouais. Il a un truc à gaz qui fait peur et tout. Et... Mais est-ce que c'est pas le truc à gaz qui fait... Mais la bonbonne à gaz fait l'homme, après. Il a des émotions, il a pas d'émotions et tout, il meurt pas... Mais typiquement, à mon avis, un des aveux d'échec d'une certaine manière du film qui rejoint ce que tu disais, c'est que il y a des éléments de la réussite stratégique de Sonny Hayes qu'on comprend
que a posteriori. Au début, on Ouais. se dit c'est un risque tout, etc. Et on comprend qu'en fait, il y avait une stratégie. Et en fait, on le comprend a posteriori. Donc déjà, c'est un peu dommage puisque on n'a pas vraiment accès à... Contrairement, par exemple, à Mission Impossible, on ne jouit pas vraiment de la mise en place du plan. Et en fait, on l'apprend par les voix des commentateurs qui sont mis par-dessus la course. Donc il y a un truc un peu de... Finalement, est-ce que tout ce dispositif immersif est pas contre-productif ou en tout cas un coup dans l'eau par rapport à ça, quoi. Le son prédomine l'image, quoi. Énormément. On va faire un petit... On peut esquisser un petit F1 comparatif. à l'époque où les voitures coûtaient pas 150 millions de dollars. C'est ça. J'ai ramené un extrait d'un film de F1. Alors, il y en a beaucoup et j'aurais bien aimé voir par exemple Le Mans avec Steve McQueen ou d'autres films un peu comme ça de F1. Ce que j'ai ramené, c'est un film qui s'appelle Grand Prix. Grand Prix, c'est un film de John Frankenheimer qui est sorti en 1966. Je pense que c'est un bon point de comparaison parce que, en fait, c'est un film qui a le même appareillage technologique, mais il y a 50 ans en fait. Quoique même 60 ans, presque plutôt. Oui. Avec des caméras embarquées, etc. Alors, c'est pas tout à fait... c'est évidemment pas les mêmes bolides, etc. Mais je trouve que c'est intéressant de voir comment, à partir des mêmes... du même dispositif, finalement, la mise en scène est un peu différente. Et ce qui permet aussi de remettre un peu en perspective, disons, la fraîcheur supposée de F1, puisqu'en fait, ce dispositif de caméra embarquée, c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc je vous propose de regarder un petit extrait. En fait, c'est un extrait avec 2 extraits, parce que j'ai triché. On voit au début, vous allez voir que ça commence par la toute fin du générique de début du film, qui est un moment où on voit les compétiteurs qui se préparent. Donc c'est le début de la toute première course. Et ensuite, il y a un fondu enchaîné et on passe à une course qui est beaucoup plus loin dans le film. C'est un petit mélange pour vous donner un aperçu de à quoi ressemble la course automobile dans Grand Prix de John Frankenheimer, qui par ailleurs est pas un chef-d'œuvre, je pense, du tout. D'accord. Qui est un film de 3 heures. J'ai pas vu ça. Une espèce de coproduction un peu internationale où il y a à la fois, je crois que c'est James Mason qui est l'américain et plus ou moins le personnage principal, mais aussi Yves Montand qui est là presque à parts égales. Je crois que Toshiro Mifune joue dans le film un personnage, mais pas un pilote. Et je pense que finalement, comme F1, le film est vraiment divisé en deux et qualitativement aussi, où les scènes de course sont excellentes et toutes les espèces de scènes un peu de romance et de bluettes qui sont censées ancrer émotionnellement sont extrêmement ratées. Mais je pense que le film vaut quand même le coup d'œil. Je vous propose qu'on regarde un extrait. J'ai pas sous-titré, mais bon, c'est pas tout à fait... Now it's Sarti in the red Ferrari number 17 leading, past the Hotel de Paris and into the Casino Square. Number 12. As they finish the first lap, it's Sarti first, Stoddard second, Aaron third, and fourth now is Marlenis Ferrari, number 16.
I used to think nothing could be better than motorbike racing. 3 times I'm a world champion on my motorbike. I'm happy. Then I go into one of these cars. You sit in a box, a coffin, gasoline all around you. It is like being inside a bomb. Crazy, but of course, the cars are faster. And that is the most important thing. And tell me, Scott, are there any particular problems in driving on the Monza banking? A banking? It's just so damn rough up there that the car flicks all over the place. We're never below 180, you know. And at that speed, your reactions can barely keep up with these sudden changes in direction. The trouble is, the high centrifugal forces push the car into the banking and use up all the suspension movement. So what you're driving becomes a car with no springs. It feels like you're getting a series of punches in the back. I hate it. I'm sick of pain. But it's what the car is suffering that really worries me. Because no matter how the car is set up, it bottoms at several places on both bankings. The underside of the car just comes crashing down onto the biggest bumps. Everything's shaking and banging all the time. Sometimes you could swear the whole thing's falling to bits. C'est, je trouve, un extrait assez, une compilation d'extraits assez réjouissante, mais déjà pour dire que ce qui est assez marrant, c'est de voir les similitudes un peu dans le dispositif, c'est-à-dire les caméras embarquées sur les pilotes avec différentes échelles, à la fois de face pour avoir les pilotes et de dos pour voir ce qu'il y a devant eux, et même ces plans qu'il y a plusieurs fois dans F1 et qui m'avaient beaucoup impressionné quand j'avais vu Grand Prix, où finalement la caméra est embarquée et fait quand même des panoramiques. Oui. Donc on passe des pilotes, et notamment dans la deuxième partie de Yves Montand à la piste, et avec ce plan que je trouve vraiment génial qui conclut là ce que je vous ai montré, où non seulement on commence sur Yves Montand, la caméra panne vers la piste, et ensuite on voit, donc ça se passe d'ailleurs dans un circuit qu'on voit aussi dans F1, qui est celui avec les espèces de grands pans obliques de route, et donc on voit un peu la gravité changer et la voiture monter sur le côté de ces espèces de rebords, voilà, en plan séquence, voilà, on voit cette espèce de changement de gravité. Donc ça, je trouve ça déjà assez impressionnant. Après, il y a aussi je pense un peu un même fantasme que dans F1, qui serait celui on pourrait dire du panoptique, c'est-à-dire de pouvoir avoir un peu tous les plans, et même tous les plans en même temps. Je parlais de split screen tout à l'heure, là on en a 3 en même temps qui vont insister comme ça sur la simultanéité des gestes techniques des pilotes et de ce qui se passe sur le circuit. Et on pourrait dire panoptique aussi à l'échelle du film, puisque ce que vous entendez en voix off, c'est des déclarations comme si les pilotes avaient donné des interviews et qu'on entendait ce qu'ils avaient dit, qui vont aussi relier, on va dire, les enjeux un peu émotionnels ensuite aux séquences de course, avec cette espèce de tuilage, et donc là ça se voit pas, mais parfois aussi des allers-retours où on a des flashbacks au milieu des courses, etc. Voilà, je sais pas si tu veux ajouter un truc. Non, mais j'ajouterais que là, vis-à-vis de F1, ce panoptique que tu décris, il apparaît de manière beaucoup plus chorale aussi. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, l'extrait que tu as montré, moi, m'a fait penser... je sais plus comment s'appelle ce film, mais tu vois un court-métrage de Claude Lelouch, avec une voiture qui déboule dans Paris, où la caméra... un rendez-vous, c'était un rendez-vous, où la caméra est collée donc à l'avant de la voiture, et la voiture fonce à pleine vitesse dans Paris, etc. On est tout à fait dans cette période un peu d'innovation technique des années 60, et donc qui ouvre des possibilités, c'était un rendez-vous, qui ouvre des possibilités de mise en scène, et ce qui est finalement assez regrettable vis-à-vis de Formule 1, je trouve, c'est que ça fait penser aussi qu'il y a eu un temps où on appelait les cinéastes aussi pour filmer le sport, parce que ils faisaient ces innovations. Le cas d'école, et malheureusement, c'est Leni Riefenstahl pour Olympia, les Jeux Olympiques de 36. Mais je crois que Kon Ishikawa, qui est un très grand cinéaste japonais, a capté les Jeux Olympiques de Tokyo. Claude Lelouch, dont on parlait
a dirigé le tournage des Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble en 68. En tout cas, il y avait beaucoup de réalisateurs qui étaient appelés pour pallier en fait à la réalisation de télévision et inventer des choses. Et moi, j'ai l'impression que le phénomène inverse en fait s'est produit depuis. Que c'est plus des réalisateurs spécialistes de la captation sportive. C'est ça. Ouais. Et je pense que cette innovation que tu décris, ce panoramique qui a quand même un sens de mise en scène dans l'extrait que tu nous as montré, quand il est dans F1, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus facile à faire, je suppose. Parce que là, je sais pas qui a fait le... Comment il tourne la caméra exactement. Parce que je suppose que maintenant, t'as des machines, des contrôles à distance qui te permettent de faire ça. Là, c'est possible aussi, qu'il y ait ça. Et voilà, en tout cas, moi, je trouve que le problème de F1, c'est aussi principalement un problème de mise en scène et de manque d'inventivité vis-à-vis de cela. Et ben là-dessus, je trouve que, à mon avis, ce qui frappe le plus, et c'est là aussi où, la comparaison est au discrédit de F1, c'est que avec un dispositif technique, on va dire, relativement similaire, à mon avis, les séquences de Frankenheimer fonctionnent beaucoup mieux. Alors, il y a des choses qui sont assez datées, notamment, là, on le voit en introduction, mais cette multiplication des split screens, etc. Mais c'est que, déjà, un truc qui, moi, m'a beaucoup manqué dans F1 et que j'attendais au tournant, c'est le monde du départ. Donc, il y a évidemment ce côté, enfin, les lumières rouges qui s'allument, mais là, Frankenheimer, et c'est le début du film, donc il y a aussi un sens là-dessus, mais construit vraiment cette espèce de momentum. Et je trouve que Kosinski le fait beaucoup moins bien, cette idée de faire en sorte que l'émotion converge vers le moment d'éclatement du sport automobile ou vers, je sais pas, un virage décisif, une passe décisive, en faisant des variations de rythme, en fait. Alors que vu que Kosinski veut aller vite et en mettre toujours un peu plein les yeux, à mon avis, il rate un peu ça. Et là où ce que je disais sur le panoptique me semble plutôt une limite, en tout cas quelque chose qui va masquer ce qui pourrait être réussi dans F1, et c'est pas le cas dans Grand Prix, c'est que Frankenheimer l'utilise pas du tout de la même manière parce qu'il l'utilise progressivement. Là, ce qui est frappant, c'est que en fait, le premier tour de piste à Monaco, finalement, il n'y a pas beaucoup de caméras embarquées. C'est plutôt des plans larges. On va suivre vraiment le tracé des voitures. Il y a même un moment, un petit peu après ça, où la caméra se poste au niveau d'un obstacle décisif, à un moment, une espèce de petit zigzag, pour poser en fait en avance ce qui va devenir un enjeu et qu'on puisse identifier par la suite. Ok, ces plans de caméra embarqués, je comprends dans quoi ils s'inscrivent, je comprends où est-ce qu'on est dans l'espace, etc. Ce qu'il n'y a pas du tout, alors que paradoxalement, les courses de F1 commencent en affichant en infographie le tracé du circuit, mais une fois dans la conduite, on comprend pas du tout où on est géographiquement. Quoi. En plus, il y a tout un enjeu qui se joue autour des circuits, puisque les pilotes doivent les connaître par cœur. Moi, j'ai vu des vidéos de pilotes qui reconnaissaient à l'aveugle le tracé de circuit sans les voir. Ils reconnaissent comment, du coup ? En touchant. Ah oui, ok, d'accord. Le tracé du circuit, etc. C'est vrai que en fait la question de F1, c'est que ça ne dramatise pas tant que ça la course, excepté la dernière et peut-être la première. Mais la course en elle-même est pas tellement un enjeu. Et d'ailleurs, ça passe de tour en tour par il y a des énormes ellipses. Il n'y a pas du tout de parti pris de durée, en fait. Non. On aboutit à des moments différents de la course où se posent certains problèmes, mais sans vraiment les tirer en longueur. Voilà. Et d'ailleurs, là, on voit que Frankenheimer utilise aussi cette possibilité, finalement, de convoquer toutes les images. Et d'ailleurs, il utilise aussi la voix off des commentateurs. Hein. On entend un moment dans différentes langues, etc. Mais il l'utilise aussi pour faire coexister des échelles différentes. Il y a des moments où on voit, quand il fait le split screen notamment, enfin, soit par les allers-retours de montage, soit carrément en un même plan avec les split screens. Mais on voit à la fois une caméra qui est au niveau des voitures et des plans larges, on voit les voitures dans le circuit. Et donc, je trouve que lui, il utilise
il parvient à la fois en fait à gagner sur les deux terrains, c'est-à-dire puisqu'il a une meilleure maîtrise de la durée et de la progression dramatique, les moments d'immersion sont assez frappants. Et il y a des moments même, donc là c'est un des moments les plus spectaculaires que je vous ai montré en termes de caméra embarquée, puisqu'on sent vraiment la fragilité des voitures. Bon, ça, ce qui est quelque chose qu'on peut pas reprocher à Kosinski, mais je trouve que même au début, quand on voit, il y a un moment où il y a un zoom depuis un plan d'hélicoptère qui suit la voiture rouge comme ça, là on sent beaucoup plus la vitesse parce que le plan dure et que l'effet de focale aidant, le décor devient plus abstrait et la vitesse se ressent d'autant plus. Alors que cette sensation-là, paradoxalement, je l'ai beaucoup moins ressenti devant F1. Finalement, la caméra beaucoup plus embarquée n'est pas forcément synonyme de sensation de vitesse supérieure, puisque en fait, on manque de référentiel parfois dans F1 pour que ça se produise. Alors que là, et même dans les plans embarqués, ça tient aussi au fait que les voitures sont plus petites, mais on a une vision très claire en permanence, ce qui n'est pas du tout le cas dans F1 à mon avis. Voilà, et il y a aussi d'ailleurs un plan que j'aime beaucoup là, au début, qui est très simple, mais où il y a un transfert de points, je peux le remontrer, c'est juste là au tout début, où il y a un transfert de points entre la carlingue, on va dire, de la voiture et le reflet dans le miroir, voilà, ce plan-là, de l'œil de... Mais je pense que c'est Monton à ce moment-là, bon, peu importe, mais avec cette idée finalement de... On acte dès le début du film qu'il y a une espèce de prolongement entre le corps du pilote et celui du véhicule, ce qui fait qu'ensuite quand on voit l'un, on voit l'autre, etc. quoi. Donc tout ça, c'est des petits effets de mise en scène, mais qui construisent à mon avis un sentiment beaucoup plus organique au niveau de la complexité des courses et aussi beaucoup plus de suspense dans le film de Frankenheimer. Mais d'ailleurs, je pense que Frankenheimer est à plusieurs titres un cinéaste, je dirais, de la caméra portée, puisque si vous regardez un film qui s'appelle The Gypsy Moth, en anglais Quand les parachutistes arrivent en français, film sorti en 69, il y a des scènes de saut en parachute avec des caméras embarquées dès le début du film, et je pense que ça raconte aussi, on va dire, sans rentrer dans le détail, mais des choses plus globalement de son cinéma, avec cette idée de dire, en fait, c'est des films qui font résonner les psychologies un peu, alors c'est moins le cas dans Grand Prix, même si un petit peu, mais les psychologies torturées des personnages. On a l'impression que l'ambiance maladive d'une époque se ressent à travers la façon dont la caméra va habiter comme ça l'esprit torturé des héros, et donc il y a une sorte de prolongement comme ça avec cette logique de caméra portée. Voilà. Donc vous voyez des films de Frankenheimer, Grand Prix, film illégal, mais passionnant, et d'autres films des années 60 sont des chefs-d'œuvre. Voilà. Bravo